Une hypercar détruit un youtubeur avec une caméra et une facture de réparation si élevée qu'elle permettrait d'acheter un manoir à Beverly Hills sans sourciller. À première vue, il s'agit d'un spectacle Internet. Une autre reconstruction virale, un autre titre conçu pour les clics. Mais sous les éclats de fibres de carbone et le drame digne d'une vignette, se cache quelque chose de bien plus important. Lorsque le reconstructeur automobile britannique Matt Armstrong a acheté une Bugatti Chiron Pure Sport accidentée, l'une des 60 produites à ce jour, il n'a pas seulement acheté un véhicule endommagé. Il a déclenché un débat mondial sur la propriété en soi, car il ne s'agit pas seulement de réparer une voiture. Il s'agit de savoir si l'on est vraiment propriétaire d'un objet que l'on a payé des millions. Il s'agit du contrôle de la sécurité de l'autorité de l'entreprise par rapport aux droits individuels. Il s'agit de l'avenir du droit à la réparation, dans un monde où la technologie répond de plus en plus souvent, non pas aux propriétaires, mais aux fabricants. Voici l'histoire de la reconstruction de Bugatti, qui a coûté 6 millions de dollars et qui a discrètement retourné toute une industrie contre un homme armé d'une clé à molette et d'un appareil photo. La Bugatti Chiron Pure Sport n'a jamais été destinée à vivre une seconde vie dans une casse. Elle a été conçue pour exister au sommet de la chaîne alimentaire automobile. Seules 60 unités ont été construites. Chacune avait un prix de base d'environ 6 millions de dollars, avant les options, les taxes et la personnalisation quasi illimitée que les clients de Bugatti exigent régulièrement. Lorsque la plupart des propriétaires ont fini de spécifier la peinture, le cuir, les coutures et les détails sur mesure, le nombre était nettement plus élevé. En son cœur se trouvait l'un des moteurs les plus extraordinaires jamais installés dans une voiture de route de série, un moteur W16 de 8,0 litres à 4 turbocompresseurs, produisant environ 1500 chevaux. Conçu à l'origine à l'époque où Bugatti faisait partie du groupe Volkswagen, le moteur a évolué au fil des années pour devenir un véritable mythe mécanique. Dans la variante Pure Sport, la philosophie est passée de la vitesse de pointe pure à la précision dynamique. La révision de la démultiplication a permis d'affiner l'accélération. Les roues en magnésium plus légères ont réduit la masse non suspendue. Les ajustements aérodynamiques ont augmenté la force d'appui. Le réglage du châssis a donné la priorité à l'agressivité dans les virages plutôt qu'aux courses à vitesse maximale. Il ne s'agissait pas d'une simple voiture, mais de l'aboutissement d'années d'obsession technique comprimées dans une machine capable de réécrire la physique sur les routes publiques. L'un de ces 60 exemplaires a fini par traverser l'Atlantique et s'est retrouvé entre les mains d'Alex Gonzalez, un influenceur automobile basé en Floride. En 2024, la voiture était devenue une figure reconnaissable dans l'écosystème numérique des hypercars, figurant dans des messages sur les réseaux sociaux, des bobines cinématographiques et des clips YouTube qui célébraient le spectacle de la richesse extrême sur 4 roues. Posséder une Bugatti n'est jamais subtil. Chaque démarrage attire l'attention. Chaque apparition publique génère des lentilles et des téléphones levés à l'unisson. Puis vint le crack. Il ne s'agissait pas d'une catastrophe cinématographique à grande vitesse sur une autoroute déserte. C'était quelque chose de beaucoup plus ordinaire et donc plus troublant. La circulation s'est comprimée. Les feux de freinage se sont allumés dans une réaction en chaîne rouge soudaine. Un véhicule a pris un peu trop d'élan dans le peloton qui ralentissait. Et il a embouti la Bugatti. Le nez de la Pure Sport, autrefois tranchant comme une lame de rasoir, s'est effondré vers l'intérieur. Les les panneaux de carrosserie en fibre de carbone se sont fracturés et ont éclaté comme du verre noir. Les phares ont été réduits à des vides creux. Les airbags se sont affaissés sans vie à l'intérieur de l'habitacle. Sous l'extérieur brisé, la structure avant s'est déformée et a perdu sa géométrie chirurgicale précise. Les chiffres qui ont suivi semblaient irréels. Près de 7 millions de dollars, rien que pour les pièces sans compter la main-d'œuvre, les diagnostics ou l'évaluation de la structure. L'estimation ressemblait moins à un plan de réparation qu'à une capitulation tranquille. Un technicien est venu de France pour inspecter les dégâts, un geste transcontinental qui souligne la gravité de la situation. L'évaluation est méticuleuse, presque cérémoniale. Et puis, le verdict arrive. Perte totale. En termes d'assurance, cette désignation signifie que le coût des réparations dépasse le seuil où la restauration est jugée économiquement rationnelle. Une fois déclarée perte totale, l'histoire du véhicule est définitivement altérée. Il reçoit un titre de récupération, une marque qui le suit pour toujours, même s'il peut être reconstruit à la perfection un jour. Pour une hypercar comme la Chiron Pure Sport, les conséquences vont encore plus loin. Son VIN, son identité numérique au sein de l'écosystème étroitement contrôlé de Bugatti, devient effectivement scellée.
L'accès aux pièces officielles et aux canaux de service autorisés n'est plus garanti. La voiture est en quelque sorte exilée du réseau même qui l'a autrefois soutenue. De là, elle est entrée dans le circuit de récupération et a été envoyée chez Copart, l'une des plus grandes plateformes de vente aux enchères de véhicules de récupération au monde. Copart s'occupe de tous des véhicules de tous les jours, aux voitures exotiques de plusieurs millions de dollars, qui ont connu une fin malheureuse. Dans de vastes parcs remplis d'acier tordu et de plastique fissuré, cette hypercar de conception française, construite à Molsheim avec des matériaux de qualité aérospatiale, attendait parmi des rangées d'engins endommagés. Cette inscription a marqué le début de sa seconde vie. Les ventes aux enchères de véhicules accidentés sont imprévisibles. Certains véhicules sont désossés pour les pièces détachées, d'autres sont exportés, d'autres encore renaissent grâce à des projets de restauration obsessionnels. L'avenir d'une voiture donnée dépend entièrement de ceux qui décident d'enchérir et de leurs raisons. Pour cette Bugatti, cet enchérisseur était Matt Armstrong. Et c'est là que l'histoire passe de l'accident à la controverse. Pour comprendre pourquoi la reconstruction est devenue explosive, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de Bugatti. Posséder une Bugatti n'a jamais été équivalent à posséder une automobile ordinaire. Dès qu'une Chiron quitte l'usine de Molsheim en France, elle entre dans un écosystème contrôlé conçu pour protéger les performances, la sécurité et l'intégrité de la marque. L'entretien est étroitement réglementé, seuls les partenaires Bugatti agréés ou l'usine elle-même sont autorisés à effectuer des travaux d'entretien. Ces installations sont rares et limitées à l'échelle mondiale. Les techniciens suivent une formation en usine. Des systèmes de diagnostic spécialisés sont nécessaires. Même l'entretien de routine implique souvent le transport du véhicule vers des centres agréés. Pour les réparations structurelles, la voiture peut être renvoyée à Molsheim, le berceau historique de l'Aveyron et de la Chiron. La raison en est la complexité. La Chiron est construite autour d'un châssis monocoque en fibre de carbone. La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère, mais elle se comporte différemment de l'acier ou de l'aluminium en cas d'accident. Des dommages peuvent exister sous la surface, des fractures microscopiques invisibles à l'œil. Une évaluation correcte nécessite une technologie de balayage avancée et des procédures de collage que peu d'ateliers indépendants possèdent. Dans de nombreux cas, la voie la plus sûre consiste à effectuer des réparations en usine à l'aide d'outils exclusifs. Cette philosophie n'est pas propre à Bugatti. D'autres constructeurs d'hypercars, tels que Ferrari, McLaren et Pagani, exercent également un contrôle strict sur l'approvisionnement en pièces détachées et l'entretien. Le nombre de pièces produites est faible, les composants sont exclusifs, et la réputation de la marque dépend de la constance des performances et de la sécurité. Mais lorsque Matt Armstrong a acheté le Pure Sport récupéré, il est entré de plein pied dans la zone grise entre le contrôle des entreprises et la propriété privée. Car voici la question qui fâche: si vous achetez une voiture, aussi rare soit-elle, pour des millions de dollars, est-elle vraiment à vous si le constructeur peut restreindre votre accès aux pièces détachées, au logiciel et à l'assistance? Armstrong n'a pas acquis une hypercar en état de marche, mais une voiture cassée. Une machine officiellement radiée, exclue du réseau des usines, abandonnée au sort incertain du marché secondaire. Pour la plupart des gens, il aurait été trop intimidant, trop coûteux, trop politiquement compliqué de tenter une résurrection. Pour un youtubeur connu pour reconstruire des épaves exotiques, c'était irrésistible. Ce qui a suivi n'était pas seulement un défi technique impliquant la réparation de la fibre de carbone, l'alignement structurel et l'approvisionnement en composants introuvables. C'est devenu une étude de cas public du mouvement moderne du droit à la réparation. Les téléspectateurs ont vu Armstrong faire face à des obstacles qui avaient moins à voir avec l'ingénierie qu'avec l'accès. Des logiciels restreints, des canaux de distribution de pièces limités, un système conçu pour fonctionner uniquement à l'intérieur des frontières de l'entreprise. Le malaise de l'industrie s'est amplifié. S'agissait-il d'une question de sécurité, de protéger les clients contre des hypercars mal réparés, capables de rouler à plus de 200 à l'heure? Ou s'agissait-il de préserver le contrôle de la propriété intellectuelle et l'exclusivité de la marque? Où s'arrêtent les inquiétudes légitimes et où commence l'ingérence des entreprises? La Bugatti accidentée est devenue un symbole. D'un côté, un constructeur défendait ses normes et sa réputation, de l'autre, un reconstructeur indépendant affirmait que la propriété devait inclure le droit de réparer même au plus haut niveau de l'ingénierie automobile. L'ironie est frappante. Une voiture construite pour représenter la liberté ultime, vitesse sans compromis, performance sans limite, est devenue le centre d'un débat sur les restrictions. Et quelque part entre la fibre de carbone tordue et les systèmes de diagnostic verrouillés,
se trouve la question la plus profonde à une époque où les machines sont de plus en plus régies par des logiciels et des chaînes d'approvisionnement contrôlées. La question n'est plus de savoir si l'on peut se permettre d'acheter quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de savoir si le fait de l'acheter fait vraiment de lui le vôtre. Autoriser la distribution illimitée de pièces augmenterait les risques pour la sécurité et compliquerait la responsabilité. Après l'accident de la Chiron Persport en 2024, Bugatti a publiquement confirmé qu'elle n'était pas favorable à la reconstruction indépendante du véhicule. Cela n'a pas été présenté comme un différend personnel. Il s'agit plutôt d'une question de sécurité et de responsabilité. L'entreprise a souligné l'ampleur de l'ingénierie nécessaire à la construction et à la réparation d'une hypercar de 1500 chevaux capable d'atteindre des vitesses extrêmes. Bugatti a particulièrement mis l'accent sur les préoccupations relatives aux composants structurels en fibre de carbone. La monocoque de la Chiron est une structure de sécurité centrale, conçue pour protéger les occupants en cas d'impact à grande vitesse. La réparation ou le remplacement de sections de cette structure nécessite des procédures précises en usine. Même de petits écarts par rapport à ces procédures peuvent affecter le comportement de la voiture lors d'accidents futurs. Les systèmes d'airbag et de sécurité en cas de collision constituent une autre préoccupation majeure. Les hypercars modernes reposent sur des capteurs complexes et un étalonnage adapté à la dynamique de collision unique du véhicule. Bugatti a expliqué publiquement que même les pièces qui partagent des numéros de fournisseurs avec d'autres véhicules nécessitent des tests et un étalonnage spécifique à Bugatti. Les airbags ne sont pas des composants autonomes. Ils font partie d'un système de sécurité intégré qui comprend des capteurs, des logiciels et une ingénierie structurelle. Même si certains composants semblent physiquement compatibles avec d'autres véhicules, leur fonctionnement dans un environnement Bugatti peut différer en raison des exigences de calibrage et d'essai. Déclaration publique de Bugatti et de Matej Rimac, PDG de Rimac. En janvier 2026, l'histoire de la Bugatti Chiron Persport a attiré l'attention de millions de personnes. C'est à ce moment-là que Matej Rimac, PDG de Bugatti Rimac, est apparu sous les feux de la rampe en faisant une déclaration publique par vidéo. Il s'agissait d'un geste rare. Les PDG des constructeurs d'hypercars ne répondent pas souvent directement aux débats sur Internet, en particulier au sujet d'un seul véhicule endommagé. Matt Rimac ne parlait pas en outsider. Depuis la création de Bugatti Rimac dans 2021, il dirigeait la coentreprise responsable de l'avenir de Bugatti. Sa société Rimac Automobili s'était déjà forgé une réputation dans le monde des hypercars grâce à des voitures électriques performantes et à une ingénierie de pointe. En tant que directeur de Bugatti Rimac, il s'est penché sur une situation concernant l'une des hypercars à moteur à combustion les plus complexes jamais construites. Rimac a déclaré que de nombreuses affirmations circulant en ligne sur les coûts d'entretien et de réparation de Bugatti étaient tout simplement inexactes. Au cours des mois précédents, la vidéo, les médias sociaux ont été remplis de chiffres dramatiques et de messages viraux sur le coût de l'entretien et de la réparation d'une Bugatti. Certains chiffres se sont tellement répandus qu'ils ont commencé à façonner la perception de la marque par le public. L'une des affirmations les plus répandues concernait le coût des phares de la Chiron. Des messages en ligne avançaient des chiffres allant jusqu'à 150 000 € pour une paire. Rimac a répondu directement à cette question et a donné un chiffre précis, environ 25 000 € par phare ou environ 50 000 € pour la paire. Même avec la correction, le chiffre reste étonnamment élevé. Mais la différence entre 50 000 € et 150 000 € est significative. Après avoir abordé la question des coûts, M. Rimac s'est penché sur ce qu'il a qualifié de question centrale, à savoir la sécurité. Son message s'est fortement concentré sur les défis que pose la réparation d'une hypercar comme la Bugatti Chiron en dehors du contrôle de l'usine. M. Rimac a expliqué que de nombreux composants Bugatti sont conçus et testés spécifiquement pour l'environnement de la Chiron. Même lorsque les pièces proviennent de fournisseurs communs au sein de l'écosystème du groupe Volkswagen, leur fonction n'est pas nécessairement identique. Le PDG a donné l'exemple des systèmes d'airbag, expliquant que les pièces peuvent avoir des numéros de fournisseurs communs, mais qu'elles nécessitent néanmoins des tests et un étalonnage spécifique à Bugatti. La dynamique de l'accident, le comportement des capteurs et le moment du déploiement sont adaptés à la structure unique de la voiture et à ses caractéristiques de performance. Ce point était au cœur de la position de Bugatti. Dans un véhicule capable de vitesse et d'accélération extraordinaire, les systèmes de sécurité doivent fonctionner avec une extrême précision.
De petites différences d'étalonnage ou d'installation peuvent avoir de graves conséquences. Rimac a souligné que ce niveau de test et de validation ne peut pas être reproduit facilement en dehors de l'environnement de l'usine. Malgré la gravité du message, Rimac a pris soin de préciser une chose, la situation n'est pas personnelle. Dans cette vidéo, il exprime ouvertement son respect pour Matt Armstrong qui a entrepris de reconstruire seul la voiture en question. Rimac est ensuite revenu sur le sujet de la réparation en usine. Il a confirmé que Bugatti avait proposé de réparer la Chiron pour Sport accidentée dans son usine de Molsheim en France. Bugatti n'a pas refusé de réparer la voiture mais a insisté pour que la réparation soit effectuée dans le cadre de sa procédure officielle. Dans le monde des hypercars, où la complexité de l'ingénierie et la responsabilité s'entrecroisent, cette distinction est cruciale. Mais il y a un problème, et Matt Armstrong ne le comprend que trop bien. C'est pourquoi il a décidé de réparer la voiture. Le projet de reconstruction indépendant de Matt Armstrong. Matt Armstrong s'est fait un nom discrètement, une voiture de récupération, à la fois en transformant des véhicules de performance en état de marche sous le regard de millions de personnes en ligne. À l'arrivée de 2026, sa chaîne YouTube comptait des millions d'abonnés grâce à un principe simple qui a trouvé un écho sur Internet, acheter des voitures endommagées, les reconstruire et en montrer toutes les étapes sans filtre. Lamborghini, Audi, BMW, Porsche. Il les a toutes reconstruites, mais rien dans son catalogue ne préparait les téléspectateurs à ce qui allait suivre. L'épave de la Bugatti Chiron pour Sport. La voiture avait reçu un titre de sauvetage et était discrètement mise en vente sur Copart, l'une des plus grandes plateformes de vente aux enchères de véhicules de récupération au monde. Tout le monde pouvait le voir, mais personne ne s'attendait à ce que quelqu'un l'achète et tente de le reconstruire. C'est exactement ce qu'a fait Armstrong. La série Rebuild a été lancée et a immédiatement attiré un nombre considérable de téléspectateurs. Les épisodes individuels ont atteint des millions de vues. Les discussions sur les médias sociaux ont explosé. Les forums automobiles ont disséqué chaque cadre. Mécaniciens, ingénieurs et passionnés ont débattu dans les sections de commentaires. Cela pouvait-il vraiment être fait? Devait-il être fait? S'agissait-il d'une innovation audacieuse ou d'une ambition téméraire? Armstrong a abordé le projet de la même manière qu'il l'avait toujours fait, méthodiquement et en toute transparence. Les dégâts sont réels, des panneaux de carrosserie ont volé en éclats. Ce qui avait été un chef-d'œuvre d'ingénierie d'une valeur de 6 millions de dollars ressemblait désormais à un puzzle impossible. Les premiers épisodes donnent le ton. Chaque boulon est enlevé, chaque composant est répertorié, chaque obstacle expliqué en langage clair. Pour la plupart des gens, la possession d'une Bugatti n'existe que dans un univers lointain. Soudain, des millions de personnes ont vu une Chiron démontée dans un atelier pièce par pièce. Mais les enjeux étaient différents cette fois-ci. Chaque jour, des véhicules produits en série sont reconstruits de manière indépendante. Des Mustangs, des BMW et des Tesla récupérés. Les reconstructeurs du monde entier connaissent bien ces véhicules, mais les hypercars évoluent dans un écosystème complètement différent. Le nombre de véhicules produits est minuscule. L'approvisionnement en pièces est étroitement contrôlé. Les tolérances techniques sont extrêmes et les coûts sont astronomiques. Même l'approvisionnement en composants de base n'est rien de moins qu'une chasse au trésor mondial. Armstrong a commencé à documenter cette réalité en temps réel. Certaines pièces n'étaient pas disponibles dans les circuits officiels. D'autres ont nécessité un approvisionnement créatif auprès de réseaux de fournisseurs partagés. Certains composants ont exigé une ingénierie inverse ou des solutions personnalisées. Le public s'est élargi à chaque défi. Les millions de vues se sont transformés en dizaines de millions de vues à travers la série. Le projet est devenu le paratonnerre d'un débat plus large qui se déroule dans toute l'industrie automobile, le droit de réparer contre le contrôle du fabricant. Les partisans de cette initiative l'ont salué comme une prise de position audacieuse en faveur des droits de propriété. Les détracteurs se sont inquiétés de la sécurité de la responsabilité et des risques liés à des réparations structurelles indépendantes sur des véhicules conçus selon des normes extrêmes. Bugatti n'avait pas autorisé la reconstruction. L'entreprise avait proposé une réparation en usine dans ses locaux de Molsheim en France. Cette offre reste valable, mais Bugatti n'est pas propriétaire de la voiture. Matt Armstrong lui pense qu'il a tous les droits de reconstruire la voiture. C'est sa voiture. Mais des questions pratiques se posent. La voiture roulera-t-elle à nouveau un jour? Pourra-t-elle être remise en état de marche? Des obstacles juridiques ou techniques interviendront-ils avant la ligne d'arrivée? Du point de vue du constructeur, la voie la plus sûre était déjà tracée, ramener la Chiron per Sport endommagée à Molsheim en France.
C'est dans cette paisible ville alsacienne que chaque chiron est assemblé, inspecté et approuvé par l'usine elle-même. Si la voiture revenait à la maison, Bugatti la réparait. Cette position n'a pas changé. Mais une fois que la compagnie d'assurance a déclaré le véhicule en perte totale et qu'il est passé par le système de vente aux enchères Copart, la Chiron est devenue un véhicule de récupération privée. Juridiquement, elle n'était plus l'actif de Bugatti, ni la responsabilité de Bugatti. Elle appartenait à la personne qui l'avait achetée. Et Matt Armstrong pensait que cela signifiait qu'il avait tous les droits de la reconstruire. Car la propriété et la responsabilité ne font pas toujours bon ménage, surtout lorsque l'objet en question est une hypercar de 1500 chevaux, conçue pour fonctionner aux limites absolues de la physique. Pour Armstrong, l'équation est simple. Il a acheté la voiture en toute légalité. Il reconstruit des voitures de manière professionnelle. Et il documente le processus ouvertement pour des millions de téléspectateurs. C'est son projet, son risque et sa propriété. Ce n'est pas un projet facile, loin s'en faut. La Bugatti Chiron n'est pas une machine conventionnelle. Son moteur V6 quadruple turbo de 8 litres, sa transmission à double embrayage, son aérodynamique avancée et ses systèmes de sécurité électronique sont profondément intégrés dans un écosystème unique. Chaque composant parle à l'autre. Les capteurs, le câblage, les logiciels et les éléments structurels sont tous calibrés ensemble. Redémarrer une voiture comme celle-ci, après des dommages structurels majeurs, ne consiste pas seulement à remplacer des pièces cassées. Il s'agit de restaurer un système complexe avec la précision d'une usine. Le contrôle technique ne se limite pas au fait qu'un moteur démarre ou que les roues tournent. Cela signifie que les systèmes de sécurité fonctionnent correctement, que les airbags se déploient lorsqu'ils le doivent et que les structures de collision se comportent comme prévu. Cela signifie que le véhicule peut passer les inspections et être immatriculé sur la voie publique. Pour une voiture ordinaire, des reconstructions indépendantes atteignent ce stade tous les jours. Pour une hypercar construite en très petit nombre, avec des pièces et des logiciels étroitement contrôlés, la voie est beaucoup moins claire. Mais ce n'est pas tout, la disponibilité des pièces, l'accès aux logiciels, les outils d'étalonnage et la coopération des constructeurs sont autant d'obstacles invisibles qui planent au-dessus du projet. Bugatti n'a pas retiré son offre de réparer la voiture à l'usine et n'a pas non plus soutenu publiquement le projet de reconstruction indépendante. Pendant ce temps, la reconstruction se poursuit dans un atelier loin de Molsheim avec des caméras qui tournent et des millions de personnes qui regardent. Et à chaque nouvel épisode, l'histoire prend plus d'ampleur qu'une simple hypercar endommagée posée sur un pont élévateur. Parce qu'au fond, il ne s'agit plus seulement de boulons de fibre de carbone ou d'un moteur d'une puissance de 1500 chevaux. Il s'agit de la signification de la propriété dans le monde moderne. Posséder quelque chose a toujours été assorti d'une promesse simple, vous l'achetez. Il devient le vôtre et c'est vous qui décidez de la suite des événements. Vous pouvez le conduire, le stocker, le vendre, le modifier, le réparer ou même le démonter pièce par pièce si vous le souhaitez. Cette idée est au cœur des droits de propriété dans le monde entier. Elle est à la base de tous des marchés de voitures d'occasion aux restaurations de voitures anciennes. Des secteurs entiers existent parce que les gens croient qu'une fois qu'ils achètent un objet, le contrôle se transfère avec lui. Pendant des décennies, le monde de l'automobile s'est tranquillement appuyé sur cette hypothèse. Chaque année, des millions de véhicules sont vendus aux enchères et les compagnies d'assurance les déclarent hors d'usage. Les reconstructeurs les achètent en les mécaniciens, les remettent en état et des voitures qui avaient été déclarées perte totale reviennent sur les routes de tous les continents. C'est ce qui se passe tous les jours en grande partie sans controverse. Mais la Chiron Pure Sport n'est pas un objet familier et c'est là que la tension commence. Car les machines modernes, en particulier les machines extrêmes, ne sont plus purement mécaniques. Il s'agit de systèmes contrôlés par logiciels pilotés par des capteurs et profondément interconnectés. Les fabricants conservent désormais le contrôle des outils de diagnostic, de l'accès aux logiciels des procédures d'étalonnage et des composants spécialisés longtemps après qu'un véhicule a quitté le sol de l'exposition. C'est dans cet espace que la reconstruction de Bugatti a débarqué. Matt Armstrong est propriétaire de la voiture physique. Ce fait n'est pas contesté, mais l'expertise, les logiciels et les outils d'usine nécessaires pour la remettre dans son état d'origine restent en grande partie dans l'écosystème du fabricant. Cette tension se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Les agriculteurs en débattent lorsque les tracteurs doivent être réparés à l'aide du logiciel du fabricant, tandis que les propriétaires de téléphones y sont confrontés lorsque leurs appareils ne peuvent pas être réparés à l'aide de pièces détachées fournies par des tiers. Les entreprises technologiques, les fabricants d'appareils électroménagers et les constructeurs automobiles sont tous confrontés à la même question où s'arrête la propriété
et où commence la responsabilité du fabricant. Pour les partisans de la réparation indépendante, le programme Rebuild représente la liberté. Pour les fabricants, l'histoire est différente. Voyons voir qui gagne. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer nos nouveaux téléchargements. Ne manquez pas non plus cette vidéo que vous voyez sur votre écran en ce moment même. Elle est vraiment incroyable.